En vérité, il en avait tant vu qu'il n'en avait vu aucune, mais Omar crut que son éducation était faite. Il fit savoir au calife qu'il était temps de ramener l'enfant au bercail. Ali accepta avec joie l'idée du retour. Il commençait à ne plus supporter Paris, son agitation et ses odeurs. Il lui semblait, chaque jour un peu plus, être pareil à la graine du pissenlit que le vent emporte, passant d'un tourbillon à un contre-tourbillon, ne se posant jamais assez longtemps à terre pour y pousser des racines et y goûter l'humus. Parmi les gens qui tourbillonnaient autour de lui en ses voyages sur place, il y avait certainement des hommes et des femmes intelligents et qui lui portaient de l'amitié, peut-être de l'affection, mais il ne pouvait vraiment s'approcher d'aucun ni d'aucune, car ils étaient tous sceptiques et égoïstes. Il ne les entendait jamais parler avec bienveillance de qui ni de quoi que ce fût. Ils critiquaient, ils ricanaient, ils protestaient, ils affirmaient, à la rigueur, ils souriaient, mais seulement pour montrer qu'ils n'étaient pas dupes. Parfois, un regard des grands yeux du prince les décontenançait un instant, et ils s'y surprenaient tels qu'ils étaient, comme en un miroir de vérité. Ils se détournaient très vite. Il n'aurait pu supporter de savoir. Il serait tombé en morceaux. Quant à celles de la nuit, elles étaient savoureuses et sans visage, comme les poulardes, les pintades et les cailles bien plumées, serrées les unes contre les autres, à un étalage enrubanné pour la fête de Noël. Le départ fut donc décidé, qu'il fit bourrer de chocolat pour sa mère et pour les autres femmes de son père. La veille de l'embarquement, voulant passer une dernière soirée tranquille, il décida d'aller au théâtre. Dans la salle qu'il choisit, on jouait une pièce d'Anouilh, Ardelle ou la Marguerite. À la demande du directeur de théâtre, qui était son ami, Jean Anouilh avait ajouté un rôle à sa pièce. Il était destiné à Pauline, la fille du directeur. Dès son plus jeune âge, elle avait voulu faire du théâtre, mais elle était peu douée. Elle avait échoué 6 fois au conservatoire, découragé René Simon et tous les autres directeurs de cours dramatiques et, malgré les amitiés et les relations de son père, n'avait jamais pu faire partie de la distribution d'un spectacle. Elle tirait toutes les sonnettes, couchait avec les directeurs, les auteurs et les metteurs en scène. En vain, elle était devenue une légende. Elle faisait peur. Son nom prononcé pendant les répétitions hérissait les cheveux des responsables qui prévoyaient aussitôt la catastrophe. On conjura le sort en mettant à l'amende ceux qui parlaient d'elle comme de la corde. Elle avait ainsi atteint 35 ans, et la passion et la déception l'avaient tant dévorée qu'elle était maintenant semblable à une chèvre, avec des membres secs et du poil noir qui lui poussait partout. Elle restait belle cependant, à cause de la flamme dans ses yeux, de sa légèreté chaque jour plus légère, de ses petits seins raides. Anouilh, amusée, avait inventé pour elle quelque chose d'exceptionnel. Vêtue d'une sorte de combinaison sans style, de couleur verte, elle entrait dès le lever du rideau, venait s'asseoir à la rampe, les jambes plongeant dans la salle, et ne bougeait plus. Elle ne faisait toujours pas partie de la distribution, elle n'appartenait pas à la pièce, elle n'était pas un des personnages, elle leur tournait le dos, elle regardait les spectateurs et ne disait rien. Jusqu'au moment où retentissait au lointain le cri terrible du paon et de la femme folle. « Léon! Léon !» Alors Pauline se levait et, toujours face à la salle, répondait en criant « Merde !» puis se rasseyait, muette. L'effet fut prodigieux. Pauline, du jour au lendemain, connut la gloire. Elle resta modeste, ne vivant que pour ce cri autour duquel elle se concentrait pendant les heures de la journée, le répétant parfois à son balcon au-dessus de Paris, au 21e étage de la tour de Seine ou dans la solitude d'un fourré du bois de Boulogne. Il arrivait qu'elle se crût seule et qu'elle ne le fût pas,
et qu'elle emplit de stupéfaction un promeneur, un enfant ou un chien qui s'enfuyait en courant, la queue entre les pattes. Bien qu'il eût été le plus parisien des Parisiens pendant 1 an, Ali restait bien élevé. Il arriva et s'assit au premier rang avant le lever du rideau. Quand celui-ci monta vers les cintres, du fond du décor arriva Pauline toute verte. Elle vint prendre place juste en face d'Ali et le regarda. Et lui ne vit plus qu'elle. Il n'entendit rien de la pièce sauf le cri. Quand elle le poussa, il se dressa et cria à son tour en lui tendant les bras. Il n'avait pas compris le sens du mot. Il parlait 17 langues parfaitement, sauf leurs termes grossiers. Et le cri perçant qu'il poussa pour répondre à Pauline signifiait joie. Ce fut le début de ces fameux amours qui occupèrent pendant des mois les premières pages de la presse du cœur. On avait évidemment remis à plus tard le retour à Bagdad, poussé le Concorde sous un hangar et racheté le Crayon. Aux inquiétudes d'Omar, qui crut voir en Pauline la femme dévorante, Haroun al-Rachid répondit qu'il n'y avait rien à craindre d'une actrice, que celle-ci était incapable de s'attacher à qui que ce fût plus qu'au théâtre, et que cet épisode terminerait convenablement l'éducation du prince. Pourtant, Pauline paraissait folle d'amour pour Ali, comme Ali était fou d'amour pour elle. Il venait tous les soirs au théâtre et l'emportait aussitôt après la représentation, à demi démaquillé, à demi déshabillé, une jambe verte, une jambe brune, dans sa Lamborghini en 3 secondes jusqu'au Crayon, en 2 secondes jusqu'à sa chambre. Et les perroquets du jardin se réveillaient pour apprendre un nouveau répertoire. Des râles, des halètements, des sanglots, des rires, des clameurs, des soupirs, silence. Il composa pour elle ce poème immortel. Ton visage est comme la lune, tes seins sont comme la lune, ton ventre est comme la lune, ta fontaine d'amour est comme le croissant de la lune, tes genoux sont comme la lune, tes orteils, etc. C'est ce qu'on peut écrire de plus beau pour une femme en Orient. Elle répétait en sa compagnie. D'un bout à l'autre du jardin du Crayon, elle lui jetait le cri et les perroquets le répétaient avec tous les accents d'oiseaux. Ali ne savait toujours pas ce qu'il signifiait. Il ne le lui avait pas demandé. Elle n'imaginait pas qu'il pût l'ignorer. Il lui offrit des kilos de diamants et des kilomètres de perles. Il fit rouvrir les usines Rolls qui étaient fermées depuis 1 siècle pour lui faire fabriquer une voiture constellée de pierres précieuses et peinte par un miniaturiste venu de Téhéran. À cause de la rareté de l'essence, elle était suivie partout par un camion-citerne qui se ravitaillait direct. Elle l'emmenait déjeuner dans des bistrots incroyables où on trouvait encore du beefsteak frites nature. Derrière eux, la mode s'emparait de ces endroits insolites. Les prix flambaient, le patron était aspiré par l'Amérique, et sur les tables, on ne trouvait bientôt plus, comme ailleurs, que l'entrecôte de soja et le vin national obtenu par les vignobles du sud-ouest par la fermentation des vieux papiers. Elle avait une grand-mère en Auvergne qui lui envoyait un saucisson d'âne presque grand comme le doigt. Ils allèrent le manger en pique-nique dans les bois de Saint-Cloud. Ils se réjouirent comme des enfants et laissèrent derrière eux, exprès, un papier presque gras. Ils ne la quittaient qu'au moment où elle allait entrer en scène. Ils couraient à travers les coulisses pour rejoindre sa place au premier rang et être là, assis, au moment où elle arrivait du fond obscur du plateau pour s'asseoir dans le rond d'un projecteur en face de lui. Elle le regardait, il la regardait. Il n'y avait rien d'autre au monde. Un soir, à l'entracte, il trouva assis dans la loge de Pauline, dans l'encoignure, sous les porte-manteaux, avec une jambe de pantalon
qui lui pendait sur la tête, un personnage triste et blême, vêtu de noir, portant des lunettes noires et coiffé d'une casquette noire. Pauline le lui présenta avec excitation. C'était Brodzislav Kadine, le célèbre metteur en scène bulgare, le rénovateur du théâtre, célèbre dans le monde entier. Du fond de Sofia, il avait entendu son cri, et il avait traversé l'Europe pour l'entendre de plus près et pour la voir. Ali se réjouit pour Pauline, mais cette nuit-là, elle fut distraite pendant l'amour et, l'après-midi suivante, au lieu de répéter avec lui dans le jardin, elle le quitta pour la première fois depuis leur rencontre. Elle avait rendez-vous au théâtre avec Brodzislav Kadine. Au bout d'une heure, Ali, fou d'impatience, sauta dans sa Ferrari, freina à mort, usant ses 4 pneus dans un nuage de vapeur de gomme, bondit jusqu'à la loge, la trouva vide, courut en tous sens dans le théâtre désert et finit par trouver Pauline, en collant blanc sale, en train de ramper sur le sol des lavabos, tandis que Brodzislav, assis sur la cuvette, toujours aussi triste et blême, lui jetait comme des insultes, des morceaux de phrases rocailleuses, après lesquelles elle se contorsionnait sur le carreau, se nouait les bras, tire-bouchonnait une jambe, révulsait les yeux. Ali, voyant sa bien-aimée dans cette situation horrible, ne prit pas le temps de se demander quelle était la puissance du génie malfaisant qui était en train de la torturer. Il bondit sur l'ennemi, le souleva, le fit pivoter et le plongea dans la cuvette, les pieds en l'air. Puis, il ramassa Pauline et la serra sur son cœur, en la couvrant de baisers et de mots d'amour. Elle poussa des clameurs et lui frappa le visage de ses 2 poings. Surpris, il la lâcha. Elle courut à Brodzislav, le tira de la cuvette comme un merle tire un ver de son trou, lui essuya les joues, lui baisa les mains, pleura. Il n'avait pas perdu ses lunettes. Puis, elle se tourna vers Ali et d'une voix glacée lui dit qu'il n'était qu'un bourgeois inculte qui, par sa bêtise, avait interrompu un moment sublime. Elle était en train de répéter du Brecht. Le plus grand metteur en scène du monde, celui qui avait réinventé tout le théâtre en supprimant les décors, les costumes, les lumières, le texte, était venu exprès pour elle du fond de l'Europe. Et voilà comment il était reçu. Imbécile, imbécile, imbécile! Elle s'agenouilla devant le Bulgare qui s'était rassis sur la cuvette, sans émotion apparente. Il avait l'habitude d'être persécuté. C'est le sort du génie. Elle lui baisa les genoux et lui demanda pardon. Il fit un geste et prononça quelques mots qui ressemblaient à un tas de cailloux qu'on vide dans un broc. Elle ne connaissait pas le bulgare, il ne parlait pas le français, mais le théâtre est un langage universel. Elle comprenait. Ce qu'il venait de dire signifiait « on enchaîne ». Elle se renversa en arrière sur le sol, allongea son bras droit au-delà de sa tête et se fit un tour du cou avec le gauche. Ali, désemparé, les yeux pleins de larmes, vit les pointes dures de ses petits seins essayer de percer le collant sale pour lui faire un signe de reconnaissance. Puis, il ne les vit plus. Pauline s'était retournée sur le ventre et léchait le carreau. 2 mois plus tard, Ali était devenu pareil à l'ombre d'Ali. Il passait ses nuits à pleurer et à gémir, et ses journées à 1000 tentatives pour essayer de parvenir jusqu'à Pauline, qui, après la scène des lavabos, n'avait plus voulu l'entendre, ni le regarder, ni se laisser effleurer par lui du bout du petit doigt. Elle avait vendu une poignée de diamants et subventionnait Brodzislav qui avait monté le Cid comme on ne l'avait jamais vu. Elle répétait chaque jour sur le quai de la station désaffectée du Champ de Mars,
où auraient lieu les représentations. Brogislav, parvenu au sommet de son évolution, avait décidé de supprimer aussi les spectateurs. Ceux qui voudraient voir la pièce prendraient le métro et regarderaient en passant. Pas de privilège. Pauline jouait Don Gormaz. Rodrigue était interprété par une vieille femme énorme. Pourquoi réserver aux hommes, et aux hommes jeunes et beaux, l'exclusivité du rôle du héros et le refuser aux femmes et aux affreux? Pas de ségrégation. Le duel avait lieu en scène. Les deux personnages en commensal rampaient l'un vers l'autre, longuement, essayaient de se redresser, se ramollissaient, s'écroulaient et ne bougeaient plus. Alors, Chimène, jouée par un noir barbu, venait regarder les deux corps immobiles et disait doucement « Papa est mort », en grattant ses cheveux papous. C'étaient les seuls mots du spectacle. Le texte de Corneille était remplacé par un enregistrement du marché aux poissons, avec une phrase qui revenait toutes les 37 secondes. « J'ai du maquereau à 3,50 francs, frais comme l'œil !» Obsédante et tragique, la voix impitoyable du destin. Pauline avait loué les services de 14 anciens paras, mercenaires, gorilles présidentiels, avec pour unique mission d'empêcher Ali de s'approcher d'elle à portée de voix ou du regard. Ali appela Omar à son aide. Le vieux génie se manifesta sous les traits traditionnels d'une fumée sortant d'une bouteille. Mais lorsqu'Ali lui demanda de neutraliser les gardes de Pauline, il matérialisa au milieu de la vapeur un visage coiffé d'un turban pour rappeler à son jeune maître que le traité international de Salomon de l'an 1411 avant le prophète interdisait à tout génie d'user de ses pouvoirs à l'encontre d'un ressortissant d'un pays ami ou allié, client du pétrole.